Bienvenue à cet atelier sur l'échantillon. Aujourd'hui, on va voir pourquoi réaliser l'échantillon, comment le comprendre, comment s'en servir pour réussir nos projets de crochet et de tricot. Parce que oui, bien que moi, ma spécialisation, ça soit le crochet tunisien, l'échantillon, ça s'applique à la fois au crochet et au tricot. Donc, mon nom à moi, c'est Julie. Je suis designer de crochet, prof, réviseur technique, traductrice. J'ai dit prof déjà. J'ai participé à l'écriture déjà d'un livre avec une de mes collègues par rapport à l'enseignement du crochet. Mon propre livre à moi sort cet automne. J'ai hâte de vous en parler. Et depuis plusieurs années, je crée des patrons et j'ai aussi un collectif qui se nomme Franc Crochet le collectif et où on met en lien les personnes qui aiment le crochet, les personnes qui ont des entreprises crochetées et tout ce beau monde-là est francophone. L'idée étant que sur le web puis dans un océan de tricot, c'est parfois difficile pour les crocheteuses de trouver les ressources dont elles ont besoin. Donc, avec le collectif, on tente de pallier à ça. Tant pour aller plus loin avec nos crochets que pour aller plus loin avec nos entreprises crochetées. Donc, je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça fait un bon moment déjà que j'aime parler de l'échantillon. C'est un sujet que je me suis rendu compte qu'on n'en parle pas assez. Donc, ça fait en sorte que plus le temps passe, plus il y a de gens qui pensent que l'échantillon n'est pas important, que c'est une étape qu'on peut sauter quand on veut se lancer directement dans notre projet, alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment une étape cruciale pour le succès de nos projets. Et oui, même si c'est un foulard, même si c'est une nappe, même si c'est une couverture, puis on va le voir, on va voir pourquoi. Donc, aujourd'hui, à quoi vous attendre? Bien, justement, on va parler de pourquoi l'échantillon doit être la première étape de vos projets de crochet ou de tricot. On va voir les étapes pour bien réaliser un échantillon. On va parler des calculs assez simples, somme toute, pour faire les ajustements dont on a besoin, puis on va discuter de la suite des choses. Donc, ça, c'est notre plan de match pour la journée. Alors, pourquoi on doit commencer par l'échantillon? Un truc que j'entends souvent ou que je vois souvent dans les commentaires quand quelqu'un pose la question « Faites-vous votre échantillon ou est-ce que je devrais faire mon échantillon? » c'est que dans certains cas, l'échantillon n'est pas important. Comme justement, j'en ai parlé, faire une couverture, on n'a pas besoin de faire d'échantillon. Faire un foulard, on n'a pas besoin de faire d'échantillon. Si ce n'est pas un projet qui doit être selon des dimensions spécifiques comme une tuque ou un vêtement, pas besoin de faire d'échantillon. C'est pas mal faux, dans le sens où l'échantillon nous dit vraiment beaucoup de choses sur notre projet. C'est sûr et certain que si ça ne vous dérange pas que la couverture que vous faites soit beaucoup plus petite ou beaucoup plus grande que prévu, l'échantillon, vous pourriez le sauter. Sauf que si la couverture est beaucoup plus grande que prévu parce que votre tension est beaucoup plus lâche que celle du patron, bien, vous allez probablement manquer de laine avant d'arriver à la fin des instructions. Puis inversement, bien, des fois, la grandeur de quelque chose, que ce soit un foulard ou une couverture, ça reste important parce qu'un foulard qui ne fait pas le nombre de tours qu'on voulait ou une couverture qui n'a pas la grandeur qu'on espérait pour couvrir un lit, par exemple, ben, c'est quand même pas exactement ce qu'on souhaitait. Donc, ça, c'est une des raisons, c'est pour arriver aux dimensions qu'on espérait. Même si ces dimensions-là ne sont pas cruciales pour que l'objet nous fasse. Une couverture, ce n'est pas tant grave. Mais une tuque, effectivement, si je veux qu'elle me fasse, il faut que j'aille respecter l'échantillon. Ça, on y revient. Si je veux acheter la bonne quantité de matériel, donc pas en manquer, mais aussi pas en avoir trop, parce qu'on s'entend, là, ça coûte relativement cher, hein, du fil puis du matériel pour nos projets de crochet puis de tricot. Donc, si je ne veux pas manquer ou avoir trop de fil, il faut que je fasse mon échantillon. Puis ça, c'est vrai pour la couverture et pour le chandail. Donc, on commence aussi par l'échantillon
parce que c'est ça qui va faire qu'on va confirmer que le tissu qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on veut. Une couverture raide, c'est pas agréable, puis un sac qui ne tient pas, ça l'est pas plus. Donc, en faisant notre échantillon, on confirme, en travaillant selon la tension qu'il faut, on confirme que le tissu qu'on obtient, c'est le tissu qu'on veut. Et ben oui, effectivement, si on veut que le projet nous fasse correctement comme prévu, ben il faut arriver à la même tension que celle qui est indiquée dans le patron. Donc souvent, les gens veulent se lancer tout de suite dans le projet, puis tu sais, dans nos têtes, la première étape, c'est de monter nos mailles ou de faire nos mailles en l'air, alors qu'en réalité, la vraie première étape, c'est de faire notre échantillon. Je comprends, là, dans les patrons, c'est pas comme ça que c'est présenté. On a un petit deux demi-lignes pour nous expliquer c'est quoi notre échantillon. Puis, le début des instructions, c'est le montage. Puis ça, c'est nous, là, comme designer, comme designer, c'est nous qui présentons les choses comme ça. Puis, tu sais, c'est une conversation que j'ai souvent avec d'autres personnes dans le domaine. Puis, c'est quelque chose que je songe à corriger dans mes propres patrons. Il faudrait qu'on donne l'échantillon différemment dans le patron. Il faudrait que ça soit ça, instruction, on fait l'échantillon, puis une fois que ça, c'est correct, on passe à la suite du patron. De la même façon, moi, je dis souvent, puis vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, que je pourrais arrêter dans le matériel de vous dire quelle grosseur de crochet vous procurez, parce que cette grosseur de crochet-là, c'est celle que moi, ça m'a pris pour atteindre le nombre de mailles puis le nombre de rangs qui est listé dans l'échantillon. Ça ne veut pas dire que vous, c'est ça. L'idée de l'échantillon, c'est de déterminer quelle grosseur de crochet vous avez besoin pour arriver à la même chose. Donc, si moi, j'arrêtais de mettre le mien, vous n'auriez comme pas le choix d'en prendre un que vous pensez pour faire votre échantillon jusqu'à temps de trouver la bonne grosseur. Donc, quand on vous présente l'échantillon dans un patron, on vous dit qu'il y a 14 mailles dans 10 cm, puis 10 rangs dans 10 cm. On a fait ça avec quelle maille, puis quelle grosseur de crochet ou d'aiguille. Ça devrait prendre beaucoup plus de place dans le patron parce qu'il faut vraiment passer par là pour commencer, plutôt que de dire « oui, mais j'ai exactement la même laine, j'ai exactement la même laine, puis j'ai exactement la même grosseur d'aiguille, fait que j'ai pas besoin de le faire. » Oui, parce que ça, c'est juste l'aiguille que ça a pris à la designer pour avoir ce nombre de mailles-là. On va voir ça quand on va voir le comment faire. Donc, échantillon, première vraie étape. Deuxième étape, c'est le montage. Justement, on va passer maintenant à comment on fait ça, un échantillon. Il y a plusieurs étapes. Puis, comprenez-moi, là, il y a plusieurs étapes, mais ça ne prend pas non plus plein de temps, là, une petite demi-heure, quelque chose comme ça, c'est pas mal fait. Donc, premièrement, l'échantillon, il va devoir mesurer plus que qu'est-ce qu'on va mesurer à l'intérieur. Donc, on mesure sur 10 cm. Je vous en montre quelques-uns, là. Tu sais, j'ai des échantillons ici. Ils mesurent tous plus que 10 cm. Pourquoi? Bien, c'est parce que mes lisières, mon premier, mon dernier rang, puis mes côtés, c'est pas des mailles qui se comportent comme les autres. Donc, moi, ce que je veux, c'est mesurer au centre de ce projet-là, au centre de l'échantillon, des mailles qui composent la majorité, la plus grande portion de mon projet. Donc, c'est pour ça que je veux mesurer à l'intérieur de ça. Donc, le minimum, c'est que votre échantillon doit avoir 15 cm par 15 cm. Ça, c'est vraiment le minimum. Dans un monde idéal, vous le feriez même un petit peu plus grand que ça, mais si je vous convainc de vous rendre à 15 cm par 15 cm, je vais être contente. Et il faut le faire avec les mêmes mailles et la même construction que le projet. Ça veut dire que si le projet est en maille serrée ou s'il utilise un point de dentelle, bien, l'échantillon va devoir être fait avec ce point-là. Et si votre projet est réalisé en rond, bien, votre échantillon devrait être réalisé en rond aussi. C'est pas la même chose, faire juste des mailles en droit ou faire des mailles en droit,
suivi de maille envers, maille endroit, maille envers. Ça donne le même tissu, je suis d'accord. Sauf que ce n'est pas la même tension. Vous ne faites pas vos mailles envers avec la même tension que vous faites vos mailles endroit. Donc, c'est important de respecter aussi la construction. Donc, qu'est-ce que je fais pour faire mon échantillon? Je prends un crochet, je prends le fil, je crochette ou je tricote selon les instructions pour au moins 15 cm par 15 cm. Puis là, je vais aussi spécifier que normalement, s'il y avait plusieurs sortes de mailles dans un échantillon, oui, en théorie, il faudrait toutes les vérifier. Un truc que je vois beaucoup dans les patrons de tricot, c'est des échantillons qui sont faits en jersey, mais le patron, il n'est pas tricoté en jersey. Ça, c'est un problème parce que si je vérifie ma tension pour une autre sorte de maille, ça ne veut pas dire que quand je vais arriver pour faire le point du patron, que ça va être la bonne chose. Il y a une grosse différence entre notre tension quand on fait un point très simple comme du jersey versus quand je fais un point avec des côtes ou avec beaucoup de jetés, c'est pas la même chose. Donc, idéalement, notre échantillon doit représenter notre projet. Je vous ai dit que ça vous prend le fil et le crochet ou les aiguilles. Le crochet et les aiguilles, c'est vraiment un point de départ. Le fil, il y a vraiment quelque chose d'important à réaliser, c'est que si vous changez de fil, pour plein de raisons, il est discontinué, il est trop dispendieux, vous ne l'aimez pas, vous pouvez remplacer le fil par quelque chose que vous avez en inventaire ou par quelque chose que vous voulez acheter. C'est parfaitement correct, mais ce qui est important, c'est de vous assurer que le fil, c'est une bonne substitution pour celui qui est indiqué dans le patron. Comme designer, notre job, c'est de vous mettre le plus d'informations possible à propos du fil qu'on a utilisé. On met la marque, on met la catégorie. Quand on la connaît, on vous met la grosseur basée sur le Craft Yarn Council. Fait que ça, c'est 0 pour dentelle, 1 pour fine, 2 pour sport, 3 pour déca, etc., etc. On vous met la composition. Fait que 100% Merino Superwash ou 80% Merino, 20% nylon. On vous met cette information-là. On vous met le coloris aussi parce que si vous voulez exactement le même fil que nous, c'est le fun de savoir c'est quoi le coloris. Puis, on vous met aussi le nombre de mètres par gramme. Donc, par exemple, pour un fil worsted, il va y avoir 200 mètres dans 100 grammes. Bien, ça, on vous l'indique. Toutes ces informations-là, à part peut-être la couleur, sont importantes pour faire un choix de substitution. Donc, quand vous voulez remplacer le fil par un autre, le fil qui est recommandé ou qui a été utilisé par la designer par un autre, vous allez avoir besoin de toutes ces informations-là. La grosseur, fait que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La grosseur, c'est un bon point de départ. Là, vous allez dans votre entrepôt de laine, puis vous regardez tous vos worsted. Puis là, après, de ce groupe-là, vous sortez celles qui ont la même composition, donc le plus proche possible. Si je suis en 100% Merino Superwash, je vais vouloir choisir un fil de remplacement qui est très similaire. Donc, un 100% Superwash, merveilleux. Si c'est un acrylique, ben d'autant plus l'importance de faire l'échantillon parce que notre fil ne se comportera pas de la même façon s'il n'y a pas la même composition. Je vous donne un exemple. Si mon patron il est fait en 100% coton, puis que vous le remplacez par quelque chose qui est 100% soie, bien assurément, il va y avoir des divergences entre qu'est-ce qu'on espère comme projet puis qu'est-ce qu'on obtient comme projet. Même chose si mon projet est fait avec de la fibre non traitée, mais que vous prenez de l'acrylique, ben, il ne pourra pas se comporter de la même façon parce que l'acrylique et la fibre naturelle n'ont pas les mêmes propriétés. Donc, c'est sûr et certain que la minute que vous faites des substitutions, il faut s'en approcher le plus possible, la composition. Mais il faut faire l'échantillon correctement, toutes les étapes de l'échantillon pour vous assurer que le fil fait ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, l'autre dernière chose à savoir, c'est combien j'ai de grammes dans ma balle. Donc, une worsted 100% Superwash Merino qui a 200 mètres par 100 grammes,
bien moi, dans mon stash, je veux aussi choisir quelque chose qui a à peu près 200 mètres dans 100 grammes. Donc, c'est vraiment important de matcher la grosseur quand on la connaît, le métrage, puis la composition. Une fois qu'on a fait notre choix, on prend nos aiguilles ou notre crochet, puis notre fil, puis on suit les instructions pour faire l'échantillon. Quand il est tout fait, il mesure 15 cm par 15 cm, il est fait avec la bonne construction et tout, on coupe nos fils et c'est important de bloquer notre échantillon. Pourquoi il faut bloquer notre échantillon? Bien parce que notre projet risque de l'être aussi, mais aussi parce que notre fil, tant qu'il n'est pas bloqué, on ne sait pas exactement comment il va se comporter dans le temps. Donc, le blocage, ça nous permet de savoir ça. Il y a 3 principales façons de bloquer un ouvrage. Il y a par vaporisation, par trempage, puis à la vapeur. Je vous explique sommairement le blocage. Donc, essentiellement, un blocage par vaporisation, c'est qu'une fois que mon échantillon est complété, je le push avec de l'eau. Je ne veux pas qu'il soit détrempé, je veux qu'il soit humide, mais je ne veux pas qu'il coule. Et je le mets en forme là, à plat sur un tapis de blocage ou sur une surface plane et je l'épingle pour le laisser sécher. Okay? Des fois, les épingles, ce n'est pas nécessairement requis, mais si vous en avez, tant mieux. Vous le mettez en forme à plat, vous le laissez sécher, puis une fois qu'il est complètement sec, vous le désépinglez, puis c'est là qu'on prend les mesures. Ça, c'est un blocage par vaporisation. Un blocage par trempage, c'est pas mal pareil, sauf que avant de commencer, au lieu de le vaporiser, ce que je fais, c'est que je le fais tremper dans de l'eau tiède pendant au moins 30 minutes. Une fois les 30 minutes écoulées, j'enlève l'eau, j'appuie pour m'assurer d'enlever le plus d'eau possible. Je place mon projet entre 2 serviettes, puis je roule pour enlever encore plus d'eau. Et là, je le mets à plat, je le mets en forme, je l'épingle et là aussi, je le laisse sécher complètement avant d'enlever les épingles puis de le mesurer. Ça, c'est un blocage par trempage. La 3e méthode, c'est la vapeur. La vapeur, c'est la seule façon de bloquer de l'acrylique. Donc, première chose, si on vous a déjà dit que l'acrylique, ça ne se bloque pas, c'est faux. Mais la seule façon de bloquer de l'acrylique, c'est à la vapeur. Pourquoi? L'acrylique, essentiellement, c'est une forme de plastique. C'est un produit du pétrole. Puis la façon de pouvoir le bloquer, c'est essentiellement de faire un peu fondre le plastique, le rendre assez mobile, en fait, pour pouvoir y donner une nouvelle shape. Puis de là, il reprend sa température standard, puis il reste comme ça pour toujours. Donc, pour bloquer un projet en acrylique, je vais déjà le placer puis l'épingler aux dimensions que je veux obtenir. Et là, avec un fer à repasser en mode vapeur ou un truc à vapeur là, pour défroisser les vêtements, un défroisseur, un truc à vapeur. Avec un défroisseur, je vais survoler mon projet avec la vapeur. On s'assure de jamais toucher le projet avec l'élément métallique là, qui chauffe parce que ça va faire fondre complètement et c'est irréversible. Donc, on survole avec la vapeur, on laisse revenir à la température de la pièce et ensuite, on désépingle et on mesure. Donc, ça, c'est mes 3 méthodes. Au-delà de qu'est-ce qui est l'entretien des fibres, donc c'est sûr et certain que si vous avez une fibre non traitée, on ne peut pas se mettre à la faire gigoter dans l'eau. Faut la traiter plus gentiment que ça pour pas qu'elle feutre, à moins que ce soit ça qu'on souhaite. Mais au-delà de comment il est recommandé d'entretenir votre fibre, il faut aussi que vous bloquiez de la façon que vous allez vous en occuper. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire une couverture pour bébé justement en acrylique, puis que c'est une couverture pour bébé, les parents n'ont pas le temps de laver ça à la main, fait qu'elle va aller à la laveuse puis à la sécheuse, bien faites la même chose avec votre échantillon. Soyez pas précieuse avec votre échantillon parce que vous voulez savoir tout de suite qu'est-ce qui va arriver au fil quand il va se faire entretenir à la laveuse puis à la sécheuse. Donc,
l'échantillon aussi devrait aller là pour tout de suite, pour pas avoir de surprise quand on va laver notre projet à la fin. L'autre chose que le blocage nous permet de confirmer, c'est que nos couleurs ne coulent pas. Il y a des couleurs, surtout chez les laines teintes à la main, il y a des couleurs qui coulent plus que d'autres, comme le rouge, entre autres. Donc, quand vous avez un projet en color work ou n'importe quoi où vous utilisez plus qu'une couleur, bien, faire votre échantillon avec ces différentes couleurs-là, ça demeure important aussi parce que ça vous permet de vous assurer que les couleurs ne coulent pas les unes dans les autres. Donc, un autre avantage de faire votre échantillon, c'est que en le bloquant, en faisant le trempage ou la vaporisation ou quoi que ce soit, vous confirmez que les couleurs ne coulent pas. Donc, si une fois que vous avez fait votre échantillon, bloqué votre échantillon et mesuré votre échantillon, les mesures ne correspondent pas, puis on y revient. Si les mesures ne correspondent pas, l'idée, c'est que vous devez recommencer. Donc, ça aussi, on y revient. Fait qu'on recommence, soit en changeant de crochet ou d'aiguille, ou parfois, quand il n'y a plus rien qui fonctionne, en changeant de fil. Des fois, la substitution était moins parfaite qu'on espérait. Donc, next page. Quand mon échantillon ne correspond pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mon échantillon que je vous donne comme exemple, que je vous ai donné comme exemple tantôt, dit que j'ai 14 mailles puis 17 rangs dans 10 cm. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, Julie, quand j'ai créé le patron, puis que j'ai crocheté mes mailles, puis que j'ai bloqué mon échantillon, puis que j'ai bloqué mon projet, quand je mesure dans 10 cm, j'ai 14 mailles, puis j'ai 17 rangs. Puis vous voulez avoir la même chose que ça. Fait que vous faites votre échantillon avec le crochet puis la laine que vous avez choisi, puis là, vous mesurez. Si vous avez, vous aussi, 14 mailles puis 17 rangs dans 10 cm, félicitations, vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape du projet, qui est le montage. Par contre, s'il y a des différences, donc si vous avez plus de mailles ou de rangs, vous en avez 17 mailles puis 20 rangs, bien là, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez trop de mailles. Ça veut dire que votre tension, pardon, elle est trop petite. OK? Fait qu'il faut prendre un crochet plus gros pour avoir moins de mailles à l'intérieur de mon 10 cm. Fait qu'on recommence avec un crochet plus gros si on a trop de mailles, comme ça, il va en avoir moins. Inversement, si dans votre échantillon, au lieu d'avoir 14 mailles, vous en avez 10, puis au lieu d'avoir 17 rangs, vous en avez 12, bien là, vous allez vouloir prendre des aiguilles plus petites pour que vos mailles soient plus petites puis qu'ils en rentrent plus dans le 10 cm. C'est pas pour rien que c'est écrit ça, c'est parce que c'est un petit peu mélangeant. Donc, quand il y en a un des deux qui ne fonctionne pas, on réessaie avec une autre grosseur de crochet puis d'aiguille, on refait notre échantillon, on rebloque notre échantillon, puis on revalide. Souvent, les gens arrivent à avoir le bon nombre de mailles, mais pas le bon nombre de rangs. Puis ça, c'est ultra fréquent et c'est aussi un des problèmes les plus faciles à régler. Généralement, en faisant juste plus de rangs, ça va naturellement, plus ou moins de rangs, ça va naturellement influencer la quantité de matériel dont vous avez besoin. Fait qu'il faut en prendre note parce que si vous avez besoin de faire plus de rangs, vous, pour arriver à la même longueur, bien, ça va aussi vous prendre plus de fil. Fait qu'il faut le prévoir dans votre achat de matériel ou dans votre réserve de laine là, pour vous assurer d'en avoir assez. Mais c'est quelque chose qui est une solution quand on arrive exactement au bon nombre de mailles, mais on n'arrive pas à avoir le bon nombre de rangs. Plus ou moins de rangs, c'est quand même relativement facile à ajuster. L'autre chose qu'on peut faire, puis ça s'applique plus au crochet, c'est que normalement, quand je fais ma maille de crochet, il faut que mon crochet, tu sais, j'ai mon ouvrage. Je vais prendre un crochet ici, pareil. Quand je fais mes mailles, mon crochet, il faudrait qu'il sorte parallèle à l'ouvrage. Mais dépendamment comment vous crochetez, des fois, vous sortez comme proche de l'ouvrage ou des fois, vous sortez très loin de l'ouvrage. Ça peut influencer votre tension des rangs.
Fait que peut-être vous pratiquez à crocheter pour que votre crochet arrive parallèle à l'ouvrage au lieu de comme ça ou comme ça. En corrigeant cette façon-là de faire, c'est un pas pire challenge, là, mais ça peut aussi vous permettre d'arriver à la bonne tension des rangs. Donc, vous avez refait votre échantillon, ça ne fonctionne toujours pas, peu importe ce que vous faites, ça n'arrive pas, ou vous êtes vraiment, vous voulez absolument utiliser ce fil-là et cette grosseur de crochet-là, bien, la prochaine solution, c'est les mathématiques. Les mathématiques dont on parle sont relativement simples, on va les regarder ensuite. C'est la règle de 3. Ça s'appelle aussi la règle des produits croisés. Puis ça, c'est le fait que quand je connais 3 chiffres sur 4 dans des produits, on le regarde là. Quand je connais 3 chiffres sur 4, je suis capable de déterminer c'est quoi le 4e assez facilement. Fait qu'on va aller voir ça tout de suite. OK. Alors, on a ici un échantillon qui dit que dans 10 cm, j'ai 14 mailles et 17 rangs. Les mathématiques de produits croisés, ce que ça dit, c'est, je vais juste m'en venir ici parce que je veux que vous voyez ce que je fais. Fait que 10 cm, ça donne 14 mailles ou 17 rangs. Ça, c'est mon échantillon que je veux obtenir. Si je sais que 10 cm, je reviens ici, pardon, on recommence. Mon échantillon, OK, c'est que j'ai 14 mailles puis 17 rangs dans 10 cm. Ce que je souhaite obtenir, c'est quelque chose qui est 60 cm de large par 42 cm de haut. Tous mes échantillons, ça a été des échecs. Il faut donc maintenant que je fasse des mathématiques parce que je veux absolument faire ce projet-là et je veux le faire avec ce fil-là puis ce crochet-là. Donc, je veux ajuster. La règle des produits croisés dit que si 10 cm donne 14 mailles, 60 cm va donner X mailles. Puis en ayant ces 3 chiffres-là, le 10, le 14 puis le 60, je suis capable de venir calculer le 4e chiffre. Parce que, produit croisé, 60 fois 14 donne un chiffre, 10 fois X donne le même chiffre. Fait que je peux venir calculer X. 60 fois 14, c'est la même chose que 10 fois X. Fait que ça veut dire que si je multiplie 60 par 14, puis que je le divise par 10, je vais arriver au chiffre X, qui ici, c'est 84 mailles. Fait qu'on recommence là. Je sais que c'est simple une fois qu'on le comprend, mais avant de le comprendre, des fois, ça prend un déclic. Donc, ce que me dit la règle des produits croisés, c'est que ici, tous ces chiffres-là vont ensemble, OK? Comme ils vont ensemble, le 10 puis le 14, le 60 puis le X, si je les croise, ça me permet de venir trouver ce 4e chiffre-là qui me manque. Parce que 60 fois 14, c'est le même résultat que 10 fois X. Fait que 60 par 14, ça donne 840. Si je divise 840 par 10, ça me donne 84 mailles. Donc, si je fais 84 mailles, je vais obtenir les 60 cm que je veux. Une autre façon de le voir, c'est que 10, ça donne 14, 60 rentre 6 fois dans 10, 10 rentre 6 fois dans 60. Fait que si je fais 14 fois 6, là aussi, je vais avoir 84 mètres. Fait que si, tu sais, pour faire 60 cm, il faut que je fasse 10 fois 6. Pour faire 60 cm, il faut que je fasse 6 fois 10 cm, donc 6 fois 14 mailles qui donne 84 mailles. C'est une autre façon de le voir. Encore des mathématiques. Fait qu'une fois que j'ai trouvé combien de mailles il faut que je fasse, moi, pour arriver à mon 60 cm, je dois faire la même chose pour mes rangs. Fait que je veux avoir, j'ai besoin de respecter cette tension-là, j'y arrive pas. Fait qu'à la place, je vais faire des calculs pour arriver à mon 42 cm de haut. Fait que si je sais que
10 cm, ça donne 17 rangs, avec un S de trop ici. Fait que 10 cm, ça donne 17 rangs. Combien il va falloir que je fasse de rangs pour obtenir 42 cm? Je vais faire 42 fois 17. C'est la même chose que 10 fois Y. Donc, 42 fois 17 divisé par 10, ça me donne 71,4 mailles. 71,4 rangs. Est-ce que je peux faire 71,4 rangs? Non. Alors, il va falloir que ici, je fasse des ajustements. Est-ce que je vais faire 71 rangs? Est-ce que je vais en faire 72? C'est à vous de voir. On va devoir arrondir. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez devoir calculer en cours de projet. Ou si votre modèle, si les instructions, c'est un multiple de 2 rangs. Si vous avez besoin de faire 2 rangs pour votre motif, bien, c'est sûr que là, je vais vouloir finir avec 72 rangs et non 71 parce que 72, ça se divise par 2, mais pas 71. Donc, c'est peut-être la page que vous allez vouloir regarder le plus. C'est peut-être celle sur laquelle vous allez avoir le plus de questions pour moi. Gênez-vous pas. Moi, je suis là pour ça. C'est pour vous aider à calculer ces choses-là pour que vous puissiez arriver à des projets qui sont un succès. Donc, ensuite de ça, au-delà des mathématiques, il faut que, une fois que vous avez fait votre échantillon, vous l'avez bloqué, vous avez fait des mathématiques pour ajuster votre projet, avant de commencer à faire votre projet, assurez-vous que le tissu que ça vous donne, c'est un tissu que vous appréciez ou c'est le tissu dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de quelque chose de structuré puis votre échantillon ne se tient pas, il faut retourner à la case départ, trouver soit un autre fil ou une tension différente avec des aiguilles ou un crochet différent. Inversement, si votre échantillon est super raide, mais c'est pour faire un châle, bien, ça ne sera pas idéal non plus. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est à vous de voir ensuite, est-ce que c'est le fil le problème? Est-ce que c'est la tension? On retourne à la case, pas départ, mais la case suivante. L'échantillon, il faut le faire. C'est vraiment important de le faire, mais ce n'est pas non plus une loi là, immuable. Le truc, c'est que l'échantillon, on le mesure sur 15 cm. On mesure 10 cm dans 15 cm, mais notre projet va être beaucoup plus grand que ça. Si j'ai mesuré 10 cm, mais que je me fais un vêtement qui a une circonférence beaucoup plus grande que ça, bien, chaque mini-fraction de différence dans mon échantillon est multipliée par la vraie grandeur de mon projet et donc elle devient plus grande. Un dixième de maille dans mon échantillon que j'ai mal mesuré ou que j'ai mesuré que je n'ai pas remarqué ou quoi que ce soit, bien, ça devient une grande erreur dans mon projet final. Donc, ça, c'est important de le savoir et c'est important donc de valider tout au long. Il faut continuer de vérifier que notre projet fait du sens pendant qu'on l'avance. Surtout si c'est un énorme projet, une couverture ou quoi que ce soit, on veut s'assurer que ça continue de faire. Un vêtement aussi, tu sais, si on se rend compte à un moment donné que, my God, il va avoir rendu grand mon chandail, vérifier au fil du temps si tout fonctionne toujours. L'autre chose, c'est que, ça, c'est comme une étape plus loin, un patron, c'est basé sur des standards. Puis des standards, personne ne rentre parfaitement dans des standards. Donc, pour que le patron puisse faire à votre morphologie spécifique, c'est important de vous outiller pour ça. Puis ça veut dire, tu sais, apprendre à bien prendre nos mesures, mais aussi apprendre à faire certains ajustements. L'autre chose qui va influencer aussi, c'est que la gravité, elle influence tout. C'est sûr que mon petit échantillon de 15 cm, la Terre attire pas mal moins dessus. La gravité pousse pas mal moins dessus que quand je vais avoir fait un chandail. Moi, je porte du, mettons, X large. Bien, il y a pas mal plus de laine dans mon chandail que dans mon petit échantillon ici. Fait que c'est sûr et certain que la gravité va aussi faire sa job. Fait que, tu sais, si plus notre projet est lourd,
plus il va être influencé par ces facteurs-là. Donc, il faut en tenir compte, veut pas, quand on fait notre échantillon, qu'il nous dit quelque chose, mais il ne peut pas nous dire exactement tout. C'est notre point de départ, il faut le faire, mais il faut aussi tenir compte de tous les autres facteurs dont je viens de parler. Donc, les prochaines étapes, je veux vraiment que vous commenciez à voir l'échantillon comme votre première étape de vos projets, tous vos projets, pour vraiment vous rendre compte à quel point il est important puis à quel point il va faire que votre temps de crochet et de tricot va être mieux dépensé. Il faut le voir comme première étape plutôt que comme une tâche désagréable ou pire, inutile. Il ne l'est pas. Il nous permet de prévoir en amont des changements qui vont faire que notre projet va être parfait. L'étape 2, c'est d'apprendre à bien vous mesurer pour bien choisir les tailles puis potentiellement faire des ajustements grâce aux petites mathématiques relativement simples qu'on a vues. Puis la troisième étape, ça va être de télécharger ma calculatrice pratique. Ça, j'ai le code QR à la page suivante. Je vais tout de suite switcher de page. Donc, si vous prenez votre appareil, votre téléphone cellulaire, vous prenez une photo de ce code QR-là, vous allez pouvoir aller télécharger ma calculatrice de tension. Donc, je vais juste revenir sur la page d'avant pour que vous puissiez voir. L'idée, c'est qu'elle est en français, là, celle que vous allez télécharger. Donc, vous allez multiplier, vous allez pouvoir indiquer votre nombre de mailles, votre nombre de rangs dans votre échantillon, puis ce que vous deviez obtenir. Puis, ça va vous permettre de calculer le nombre de mailles. Ça va le faire pour vous, en fait. Ça va vous dire combien de mailles puis combien de rangs vous devez faire. Essentiellement, ce que je veux dire par là, c'est que ça va venir faire ces calculs-là ici pour que vous n'ayez pas à les faire vous-même. Donc, cette calculatrice-là, je vous l'offre parce que vous vous êtes inscrit à ce cours. Alors, on a vu vraiment beaucoup de choses. J'espère que ça a été quelque chose qui est utile pour vous. J'espère vous avoir convaincu de faire votre échantillon. Si vous avez des questions suite à cet atelier, ne vous gênez pas,